Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans le supplément de Tech Café où on aborde des news qui vont un petit peu plus loin que l'épisode hebdomadaire. Si vous voulez écouter le cœur des news à ne pas manquer, c'est l'épisode précédent dans le flux du podcast. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve le responsable musical et éditorial de Tech Café, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, et comment vas-tu ? Écoute, ça va, là, je suis en train de monter ma boîte de prod. Ça marche pas fort, mais bon, on y croit. On attend le fait que tu lances ton financement participatif avec un label pour que les auditeurs puissent venir t'accompagner dans cette nouvelle vie créative et voire peut-être même professionnelle. En attendant, je fais un tour des incontournables avant qu'on aborde les news qu'on voulait vous partager en supplément cette semaine. D'abord, pour vous dire qu'évidemment, on est toujours preneur de vos soutiens sur Patreon, patreon.com/techcafé. Et merci évidemment à Cost, Blériot et Tastaco qui ont accepté de nous soutenir depuis la semaine dernière sur le financement participatif. Merci aussi beaucoup par avance d'envisager de laisser un avis sur Apple Podcast, sur Podcast Addict ou de laisser des étoiles sur Spotify, ce qui contribue à valoriser le podcast pour celles et ceux qui découvriraient des podcasts dans le domaine de la tech. Et on compte sur vous aussi pour discuter entre vous et avec nous sur le serveur Discord de Tech Café, techcafé.fr/Discord. Vous avez maintenant les commentaires sur techcafé.fr qui remontent dans les réactions du serveur Discord. Guillaume, j'ai des petits éléments d'actu que je voulais te partager parce que justement sur Discord, j'ai une proposition indécente de Obeuf qui m'a perverti. Il m'a proposé une invitation sur AirChat. Est-ce que tu as vu ce que c'était que AirChat ? Pas du tout, je connais pas ce Alors, absolument pas. Ça fait partie de ces trucs qui buzzent, mais dont tu dois être protégé, puisque j'assimile le buzz, alors la puissance en moins, parce que le contexte n'est pas autant là, à celle de feu Clubhouse. Quoique Clubhouse n'a pas dû encore complètement disparaître, si je dis pas de bêtises, mais en tout cas, je suis pas sûr qu'il soit encore beaucoup utilisé par beaucoup de monde. En tout cas, AirChat, c'est quoi ? C'est un nouveau réseau social, tu devais t'en douter, un nouveau service conversationnel façon microblogging. L'approche, elle est de se baser que sur la voix. Donc en gros, tu peux pas écrire tes messages sur AirChat. Donc, tout de suite, tu vas me dire à partir de quel moment, comment ça pourrait bien se passer. Mais voilà, tu peux pas écrire de messages. Tu es obligé de dicter tes messages et ça enregistre ta voix. Et les personnes qui consultent ton message, qui peut être un message que tu inities ou un commentaire que tu fais à une autre publication, se retrouvent exposés à ta voix. Alors en x2 en plus, donc tout est diffusé en x2, ce qui donne un côté espace de personnes qui se parlent entre elles de manière complètement droguée sous acide. Et tu as la retranscription texte sous la forme d'une bulle de messagerie, qui est d'ailleurs pour le coup assez qualitative. Je pense que l'algo qui est derrière est assez bon. Et a priori, même en français, il arrive à bien retranscrire les choses. Alors ça buzz pas mal, notamment parce qu'il y a un effet en ce moment invitation, et pour pouvoir t'y connecter, il faut une invitation qui est partagé par quelqu'un qui utilise déjà l'application. La première fois que je l'ai testé, j'étais en open space et tout de suite, j'ai compris que le truc pourrait pas marcher parce que si tu veux, alors peut-être que tu peux mettre un casque et écouter, mais si tu veux réagir ou publier tes propres trucs, tu es obligé de parler, ce qui est finalement aujourd'hui, quand on y réfléchit, un truc qui est pas forcément pratique tout le temps. Simplement parler quand tu es au travail, en tout cas dire ce que tu veux dans un environnement de travail avec des collègues, dans les transports, c'est pas toujours, mais même, j'allais dire, dans le salon ou quand tu es en train de manger, tu vois. Déjà, il y a les ados qui commencent à faire des vocaux avec leurs copains, c'est insupportable. Mais là, c'est le vocal qui est encouragé, voire même obligatoire. Donc, je vois pas comment ce truc pourrait aller autrement que dans le mur. Mais voilà, je voulais juste tester le sujet parce que, d'une part, je trouvais ça rigolo. Et puis peut-être que vous aurez des avis contradictoires. Surtout, faites-le moi savoir si sur le serveur Discord de Tech Café, vous avez des avis complémentaires aux miens. Moi, de tous les avis que j'ai pu regarder, le buzz me paraît assez artificiel et assez... C'est quoi la plus-value ? Elle est absolument, je l'ai pas identifié. En fait, le but, c'est d'offrir une forme de naturel et une forme de, je pense, d'authenticité dans les propos, parce que selon, en tout cas, le parti pris des personnes qui sont derrière le service, tu es moins enclin à raconter du caca si tu le dis à la voix que si tu l'écris. C'est un parti pris intéressant auquel je ne crois pas du tout, mais qui mérite d'être exploré, et l'expérimentation est quelque part grandeur réelle. Donc voilà, si vous avez en tout cas envie de tester, vous aussi... Oui, c'est pour la modération, c'est-à-dire tu vas pas insulter quelqu'un, si tu insultes plus difficilement quelqu'un avec de vive voix que à l'écrit, c'est ça ?
tout est relatif à mon Oui, sens, parce sans que doute, dire parce espèce de qu'effectivement, gros espèce de connard, gros c'est pas très connard, compliqué. tu peux le dire, mais tu peux pas le dire partout. Tu vois, pareil, Tu c'est peux ça, pas le dire partout, mais en fait, tu peux pas. C'est une réflexion que je me suis faite. Tu peux pas parler partout, en fait. Parler, c'est vraiment devenu un truc qui relève de situations un peu de l'intime, quoi. Quand t'es tout seul dans la rue et que les gens font pas attention à toi. Mais regarde, dans les transports, dans le métro, c'est pas évident d'être à l'aise pour parler. Je trouve il y en a qui le font, mais c'est pas forcément évident. à Au certaines boulot, heures, aux sorties quand de t'es au bar, t'as bureau. plein de gens qui parlent dans la rue tout seul. Hein, Ouais, c'est pas faux. C'est ce qui va donc nourrir les conversations sur AirChat, c'est les sorties de bar aux heures où les gens sont le plus éméchés. Bon, ça me faisait des souvenirs, hein, tu t'en doutes, Guillaume, ça me fait c'est des vrai. souvenirs un peu de l'époque Mmh. Clubhouse. Bref. On parle de souvenirs, justement, hein, c'est tout tracé. Toi, tu Et veux oui. nous proposer des faux souvenirs, Guillaume. Et oui, des faux souvenirs. C'est intéressant d'ailleurs. Depuis 2022, il y a une boîte qui s'appelle une boîte ou une association, j'ai pas trop su, qui s'appelle Domestic Data Streamers, qui crée des souvenirs synthétiques. Elle a commencé avec DALL-E 2 et elle continue aujourd'hui avec ImageFX depuis peu, donc ce qu'il y a dans le Google AI Kitchen. Donc, mais bon, concrètement, en fait, c'est un accès à Imagen 2. Aujourd'hui, c'est devenu un accès à Imagen 2. Donc, souvenir synthétique, c'est quoi? C'est un souvenir qui est reconstruit en image par une IA générative. Donc, on commence par ce dont la personne se souvient, on en tire un prompt, avec l'époque, de la photo, tout ça, toutes les informations qu'on peut, et puis on itère jusqu'à ce que la personne reconnaisse son souvenir. Le souvenir précis, c'est pas un souvenir précis. Ce souvenir précis-là, cette image-là, c'est un souvenir qui n'a jamais existé techniquement. Cette photo n'a jamais été prise, et la scène n'est là qu'une approximation de ce qui s'est réellement passé. Mais qu'importe, les souvenirs sont de toute façon approximatifs aussi. Et l'important, c'est qu'on sente que c'est ça, que c'était comme ça, ou presque. Les images en question ne sont pas vraiment des photos d'ailleurs, parfois c'est un peu flou, parfois c'est un petit peu impressionniste, ou alors les visages sont déformés ou mal définis, comme peut l'être aussi un vrai souvenir en somme. Et donc l'usage d'une technologie aussi ancienne, oui, j'ose dire ça d'un truc il y a 2 ans, aussi ancienne que DALL-E 2, n'est pas un problème d'ailleurs, c'est même plutôt un avantage, puisque son côté inachevé, approximatif, collait bien à l'objectif de capturer quelque chose d'un petit peu insaisissable. Donc ces souvenirs peuvent dater des années 60 ou être des souvenirs plus récents, mais d'un réfugié d'un pays lointain par exemple, ou qui a dû partir sans rien, ou encore des bribes, des fragments épars, hein, des souvenirs d'une personne qui perd la mémoire et qu'on essaye de rassembler et de reconstruire. Cet été, il y aura une collaboration sérieuse avec des toubibs pour voir si ça peut même pas lutter contre la démence sénile. En ce moment, ils travaillent avec le musée de design de Barcelone pour incarner des souvenirs de la ville qu'ont ses habitants les plus âgés. Recréer des images à jamais perdues pour une raison ou une autre, ou une idée que le fondateur, c'est l'idée que le fondateur a eue en 2014, et c'était parce qu'à l'époque, il y avait donc les réfugiés syriens qui arrivaient en Grèce, beaucoup, ils étaient en Grèce, et donc ces réfugiés, ils avaient peur que leurs enfants et leurs petits-enfants perdent complètement la mémoire de leur culture et de leur famille, parce qu'ils avaient tout laissé là-bas, ils n'avaient plus rien, plus rien que leur propre mémoire à eux, qui allait partir avec eux, quoi. Donc Domestic Data a du coup travaillé avec des migrants aussi par la suite, des migrants de Bolivie, en Bolivie, en Argentine et au Brésil. Alors, à quel point cette technique est une reconstruction ou bien une manipulation de nos souvenirs? À quel point est-ce que c'est Vous avez 2 heures. important? Final, hein? Vous avez 2 heures, vu la question que c'est. Exactement, vous avez 2 heures. Mais que nous, comme on n'a pas 2 heures, on va continuer. À quel point est-ce que c'est important de toute façon de savoir si c'est une manipulation, si ça peut nous réconforter? Est-ce qu'on peut accepter de s'auto-manipuler comme ça? Manipuler ses propres souvenirs, c'est un thème qui va vraiment prendre son essor donc chez les artistes, déjà, hein, puisque là, c'est presque une démarche artistique, ce truc-là, mais aussi pour le grand public, on en avait déjà parlé, puisque finalement, modifier ses photos avec les Magic Editing, Magic Eraser de Google, etc., c'est aussi déjà un petit peu modifier ses souvenirs. Les faire passer dans une IA pour les améliorer ou pour les altérer, c'est aussi changer ses souvenirs, parce que nos souvenirs, ils sont très épars finalement, et puis quand on regarde une photo, c'est cette photo finalement qui permet de fixer le souvenir, et donc c'est cette photo qui commande aussi un peu le souvenir. Et d'ailleurs, il y a un gars qui s'appelle Sam Lawton, qui a fait ça, il a pris ses propres photos d'enfance, et il a fait de l'outpainting dessus, il a manipulé ses propres photos d'enfance, donc il a fait de l'outpainting, c'est-à-dire que il y a des photos qui sont assez petites, et il a demandé à une IA d'imaginer ce qu'il y avait à l'extérieur des photos, pour avoir des photos beaucoup plus grandes, des images beaucoup plus grandes. Et donc il a étendu comme ça la taille, en taille de ses photos, et donc il a étendu ses propres souvenirs, en créant de nouvelles images dans lesquelles il était, lui. Et le résultat est très bizarre, alors souvent aussi parfois parce que les générations sont très bizarres, parce que les visages sont parfois très mauvais, ou parce que il y a des choses perturbantes qui apparaissent, et d'ailleurs, je trouve que c'est assez perturbant de voir ça, alors que c'est même pas mes propres photos d'enfance. Donc j'imagine si je faisais ça sur mes propres photos C'est vrai. d'enfance.
Ce Il y a un serait truc quand un peu même... gênant, ouais. Il y a un truc un peu dérangeant. C'est assez étrange, ouais, les trucs Ça semblent... relève de l'Uncanny Complètement, Valley, ouais, ça. ouais, il y a une forme d'uncanny valley, quoi. Mais ce qui est fou, c'est que si Sam pourrait savoir, enfin, il pourra savoir Sam, si tu veux, il pourrait savoir que sur certaines continuations de ses photos, il pourrait, enfin, évidemment, quand c'est très bizarre, c'est évident, tu vois, mais même quand il y a des Mm. gens comme ça qui connaissent pas ou parce qu'ils se souviennent de la situation, il pourrait dire que ça ne s'est pas passé comme ça, tu vois. Mais il y en a beaucoup, il y en a aussi plein, peut-être la majorité, où il n'aura pas de souvenir. Il n'aura aucun souvenir. Et quand il va voir les recréations, bon là, évidemment, il sait qu'elles sont altérées, mais admettons qu'il ne le sache pas. Tu vois, imagine qu'on fasse une recréation, qu'on altère une de tes photos d'enfance et qu'on te dise rien. Qu'on l'altère de manière réaliste, avec le même style, etc. On l'altère de manière totalement réaliste, après on te montre cette photo. Il y a une chance que tu détectes pas qu'elle a été altérée et que ton souvenir de ce moment soit mis à jour par la photo. Parce que finalement, c'est ça que font les photos. Souvent, elles mettent à jour les souvenirs. Mais Ouais. bon, comme elles mettent à jour avec des trucs fiables, ben, c'est bien. Mais si elles mettaient, tu mettais tes souvenirs à jour avec des photos qui auraient été altérées, le souvenir serait reconstruit. Ton passé serait reconstruit. Et il pourrait même être reconstruit intentionnellement par quelqu'un. Est-ce que c'est pas flippant, ça? Ah, c'est complètement flippant. En fait, ce qui est marrant avec cette news, c'est que je passe par tous les états. Je trouve ça beau. Je trouve ça, je pense que ça t'a fait pareil. Ça fait pareil probablement à tout le monde. Mais je trouve ça à la fois beau. Je trouve que la démarche artistique est intéressante. Je trouve que si ça peut débloquer sur le plan mental des difficultés de personnes qui ont souffert de quelque chose, pourquoi pas. Et puis très très vite, ça me fait très peur parce que j'y vois le côté potentiellement manipulatoire. Et puis surtout, pour m'être beaucoup intéressé au biais psychologique, on le sait que des faux souvenirs, c'est très facile à installer. Et donc finalement, c'est pas parce que la personne dit reconnaître l'image qui, au bout d'un moment, aura été... Enfin, il y a plusieurs images générées et à partir d'un moment, il y en a une qui va identifier comme son souvenir, que ça va vraiment être son souvenir. Et quelque part, je trouve qu'il y a vraiment énormément de risques derrière. Mais bon, c'est les études qui pourront être faites. Et si tout cela est accompagné par voilà, des études de cas, des comparaisons, des vraies études, pourquoi pas, bon sur le sujet. Ça me fait peur, mais pourquoi pas. Mais alors, allez voir les images, parce qu'il y a vraiment un sentiment d'Uncanny Valley. En fait, ça ressemble un petit peu... Ce qui participe à cet effet un peu souvenir étrange, il y a le fait que les visages sont un peu mal formés, on sent que les doigts, les mains sont... C'est vraiment, ça pourrait être ce qu'on imagine être une image extraite d'une image mentale. Et ça rend le truc très dérangeant. On continue avec les trucs dérangeants, Guillaume, avec la reconnaissance faciale en Angleterre. En Angleterre, les braquages apparemment dans les magasins se multiplient, ça devient un problème prioritaire. C'est pas cool, mais la réponse des Anglais est quand même assez discutable puisqu'ils vont investir 55 millions de livres dans des systèmes de reconnaissance faciale. Reconnaissance faciale qui pourra même se faire depuis un van, dans des lieux publics très fréquentés, comme des avenues commerçantes. Et bon, voyons voir, attends, on n'a pas une loi sur l'IA en Europe qui dit que c'est pas autorisé ça, la reconnaissance faciale de masse dans les lieux publics, sauf cas extrême. Eh ben écoute, au moins ils profitent de leur Brexit, hein, ils peuvent faire ce qu'ils veulent comme ça, voilà, ouais. C'est formidable. Enfin, sauf que je sais même pas s'ils peuvent vraiment faire ce qu'ils veulent. Enfin, si, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais enfin, il faut quand même se souvenir qu'il y avait eu les accords de Bletchley, qui avaient été signés en Angleterre il y a pas très longtemps sur une utilisation éthique de l'IA. Et donc, comme prévu, hein, plus ou moins, ces accords, c'est juste des trucs indicatifs, dire oui, c'est super. Mais bon, globalement, on s'en fout. Et bon, le but est simple, de toute façon. Leur but est simple et plus pressant, quoi. On va dire, les tronches des récidivistes sont rentrées dans un logiciel, et puis les vannes vont scanner tout le monde, un peu partout, pour retrouver ces gens-là. Alors, ces 55 millions de livres font partie d'un pack de 240 millions pour augmenter les performances de la police, hein, et il y a quand même 4 millions qui seront dédiés à ces vannes de scanning généralisées. Alors je comprends bien que le vol, les vols, ces vols c'est un problème, enfin scanner tout le monde n'importe quand, c'est un peu disproportionné. Mais bon, un exemple, voilà, au moins ça fait un exemple de pourquoi encadrer les IA, c'est peut-être pas une mauvaise idée, tu vois. Ouais, tu m'étonnes. Je pense qu'effectivement, c'est un truc qu'on devrait continuer à creuser et il faudrait pas lâcher l'affaire. Moi, ça me fait froid dans le dos. On continue avec des lois liées au travail. Les trucs bizarres à New York. Ouais, dans la série, on vit vraiment dans un roman cyberpunk, mais total. C'est une autre anecdote qui est vraiment lunaire, hein, qui nous vient de New York. Et là-bas, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils savent ce que c'est que le vrai télétravail. Avec le gros télétravail, tu vois. Dans un resto de poulet frit, au centre-ville, hein, il y a une cuisine, il y a un panneau pour choisir son menu, il y a un guichet. Et à ce guichet, au lieu d'avoir un Jean, il y a un écran avec une webcam, une paire de haut-parleurs et un PC. Et sur l'écran, il y a une Philippine qui te parle en visioconférence. Il y a un côté low cost, enfin, il y a un côté low tech qui est assez dérangeant.
c'est un truc qui, ça aurait été il y a 20 ans, il aurait eu la même gueule, le dispositif, hein, clairement, il n'y a pas de problème. C'est ça. Et donc, donc c'est véridique, hein, ils ont délocalisé la caisse avec Zoom à l'arrache, comme ça, direct, ils ont délocalisé plus cheap que ça, tu meurs. Et bon, les journalistes, ils ont demandé au cuistot, hein, allez, bon, il n'y a pas de langue de bois. Quand il te répond, il n'y a pas de langue de bois, c'est moins cher. Voilà, c'est tout. Tu comprends, les loyers à New York, ça douille. Alors bon. Et bon, avec le décalage horaire, cette pauvre femme est en fait une travailleuse de nuit dans son pays, puisqu'il doit être 4 heures du matin. Bon. Et à New York, c'est la pleine journée, mais pour elle, il doit être 3-4 heures du matin. Donc on pourrait penser que c'est un cas isolé. Surtout, on pourrait penser que c'est une anecdote. Hein. Bon, voilà, sur les dérives d'un capitalisme en phase terminale. Je pense pas non plus que ça se répande de trop, forcément, parce que ça n'a pas forcément un super succès chez les clients. Mais je pense surtout que ça se répandra pas, non pas pour des raisons éthiques, mais juste parce que quand tu es né à ce niveau-là, je vois pas comment il viendrait pas à l'idée de quelqu'un de remplacer cette télétravailleuse de l'extrême par un chatbot avec un avatar 3D ou une vidéo temps réel générée, quoi. Je veux dire, on est en 2024, que dit. Voilà, tu vois, donc en gros, voilà, je pense que le chatbot avec une tête qui parle, c'est probablement ce qui nous attend. Et je sais même plus finalement si ça sera un mal ou un bien, je sais pas, c'est... Au moins, on laissera les Philippins dormir la nuit, quoi. Je sais pas. C'est vrai qu'on sait pas si c'est une hérésie ou si c'est salvateur compte tenu de la situation de départ. Ça vous montre à quel point on est perdu par rapport à tout ça. Dites-nous ce que vous en pensez. Les trucs bizarres, hein, ça continue, Guillaume, avec un sujet qu'on avait partagé lors de sa présentation. Et en fait, le projet avançait pas mal, avec des photos pharaoniques assez impressionnantes. C'est Neom, c'est l'environnement prévu par les Saoudiens, oui. La ville du futur. Photos, et ça continuait. Des photos en 3D, hein. C'était pas des vraies photos avec des bulldozers et tout. Alors, il y avait des bulldozers, il y avait quand même des travaux qu'on commençait. Oui, c'est vrai. Enfin, faut pas oublier que The Line devait faire 170 km de long, donc on était quand même un petit peu loin. Ouais. Mais oui, c'est un projet, autre projet, truc complètement lunaire, c'est un projet complètement hors sol qui prend l'eau, hein, même s'il est au milieu du désert. C'est Neom et en particulier The Line, donc chez les Saoudiens qui sont pas particulièrement transparents quand même, hein, sur les travaux de leur méga projet. Là, Neom, c'est plusieurs méga projets en fait. J'ai encore du mal à dessiner concrètement les contours de tout Neom finalement. Cela dit, les contours de The Line, ils sont assez simples, hein, évidemment, mais on les avait surtout évoqués ici même, hein, c'est un projet débile, hein, c'est créer à partir de rien, dans le désert, une ville tout en longueur, en une seule dimension, donc de 170 km à long terme. Et bon, moi aussi j'aime bien la science-fiction. Respectueuse de la planète, hein. Oui, évidemment. Alors moi aussi j'aime beaucoup la science-fiction, mais moi aussi il m'arrive de prendre mes désirs pour des réalités, hein, c'est vrai, mais bon, comme j'ai pas un rond, ça va jamais très très loin. Le problème de Mohammed Ben Salman, c'est que lui, il en a énormément des ronds, et que donc il essaye vraiment de faire ses trucs. Et donc, on a vu passer un budget de 1500 milliards de dollars pour The Line quand même. Hein. Et lui, quand il voit ça, il se dit YOLO, tu vois. Mais bon, un peu comme tout Neom, c'est le montant des équipements qui avaient été identifiés pour Sam Altman pour l'avenir d'intelligence. C'est pas ce montant-là. Oui, non, mais ça encore, c'était un malentendu, je pense. Mais donc voilà, comme tout Neom, j'ai l'impression que ça avance pas à la vitesse prévue et ça suit pas non plus le budget prévu. Puis je vais pas mentionner l'expropriation des tribus locales, puis bon, un petit peu d'intimidation, je fais pas de politique. Mais bon, quoi qu'il en soit, la voilure du projet The Line a été sévèrement réduite parce que au lieu de centaines de kilomètres, si la ville en fait 2 d'ici 2030, ce sera déjà le bout du monde. Donc on va passer vite sur le méga bullshit, hein, de la cité cognitive qui refond la notion même d'urbanisme et de la révolution civilisationnelle que tu vois dans les plaquettes, du mode de vie alternatif et évidemment parfaitement durable, bien entendu. Moi, perso, je serais surpris que personne n'habite jamais là-bas, même durant la prochaine décennie, mais bon, on verra bien. Si ça tourne à l'hôtel 4 étoiles, déjà, ce sera magnifique. Ouais, tu m'étonnes. Les photos étaient impressionnantes. Quelque part, je me réjouirais que ça se casse la gueule, ce truc, finalement. C'est des temps difficiles qui commencent à arriver et qui vont peut-être s'installer chez Tesla avec des licenciements, Guillaume. Ouais, on avait évoqué les ventes de Tesla en berne en ce début d'année, qui sont au plus bas depuis 2020. Il semble que les conséquences ne se fassent pas trop attendre, hein, puisque plus de 10% des effectifs seraient sur le départ, donc ce sera au moins 14 000 personnes, dont le vice-président, Drew Baligno, qui était là depuis 18 ans. Un peu plus tard, Elon a confirmé sur X qu'il y aurait une réorganisation, parce qu'il dit que il aime pas ça. Il n'y a rien qui déteste plus que ça, mais tous les 5 ans, il faut remettre les choses à plat pour la prochaine phase de croissance. Bon, c'est une formulation, disons, positive de tout ça.
Et bon, par ailleurs, Tesla réduit le prix aussi de ses abonnements, donc son abonnement au FSD, donc au système d'assistance au pilotage, qui passe de 199 à 99 dollars par mois. Alors, je ne suis pas spécialiste, mais le FSD, c'est le truc qui est au-dessus de l'autopilot, parce que l'autopilot est moins sophistiqué que le full self-driving. Full self-driving, que par ailleurs, on peut aussi acheter pour 12 000 dollars, donc de plus sur sa voiture, ou pour, jusqu'à présent, 199 dollars par mois. Et ceux qui avaient l'autopilote, apparemment, payaient déjà 99 dollars par mois. Tout ça est un peu compliqué, surtout pour moi qui n'ai pas de voiture. Mais bon, bref. Le FSD donc reste officiellement une conduite autonome de niveau 2. Ça continue d'évoluer, d'ailleurs, ce FSD, avec des hauts et des moins hauts. Bon là, il sera en version 12, il serait passé à un pur réseau de neurones, apparemment. Donc à 99 dollars, ça va tenter peut-être plus de gens. Bon, n'oublions pas qu'en août, Tesla est censé supposer... Enfin, il est supposé montrer son propre robot taxi, qui devrait donc être, selon toute vraisemblance, bien plus autonome que le FSD actuel, hein, parce que sinon ça risque d'être délicat. Et donc il se murmure, même si j'ai pas confirmation pour l'instant que c'est vrai, mais bon, il se murmure que l'annulation du modèle 2, c'est des fonds qui pourraient être réorientés vers des data centers IA pour peaufiner et gérer les futurs robots taxis et les futurs trucs de taxi autonomes. Mais bon, j'ai pas de confirmation pour l'instant de ce truc-là. Au passage, Elon Musk a confirmé le fait qu'il y allait aussi y avoir un abonnement à payer, des petites taxes pour les personnes qui créent leur compte sur X pendant une période de 3-6 mois, je crois, je ne sais plus, c'est pas très très clair encore, mais il l'a confirmé, là j'ai vu l'info passer aujourd'hui. Le but étant bien évidemment, vous l'avez compris, de lutter contre les bots, parce que les bots ne peuvent absolument pas payer un abonnement pendant 3-6 mois, donc ça va totalement régler le problème. À suivre évidemment sur la mise en œuvre pour les dernières musqueries. On continue, Guillaume, avec une autre rubrique. Tu vas commencer à nous parler un petit peu de soldats, des combinaisons de l'armée et des tanks. C'est la guerre. Oui, c'est la guerre. Enfin, en tout cas, pour de faux, là, pour l'instant, en tout cas. En Californie, les militaires américains ont leur Disneyland un petit peu. Ça s'appelle Fort Irwin. C'est un peu reculé, faut trouver l'endroit. C'est en plein désert. C'est à des dizaines de kilomètres de la première bourgade. C'est paisible. Tellement qu'ils peuvent s'amuser comme des petits fous. Peuvent tout faire péter sans déranger les voisins, quoi. Puisqu'il n'y a pas de voisins. En rêve, il n'y a pas de voisins, mais bon, je m'égare. Cette année encore, à Fort Irwin, on s'éclate dans le bac à sable, avec une grosse tendance Moyen-Orient. La mode, c'est maintenant... Il y avait toujours un petit peu le look Moyen-Orient, mais enfin, c'est vrai que la mode est plutôt revenue aux affrontements urbains, aux situations de conflit avec des Chinois supposés ou des Russes supposés, comme au bon vieux temps. Mais bon, tout change. Il y avait aussi cette année des nouveaux camarades, si j'ose dire, avec les GIs, des robots chiens et des robots à roues, c'est-à-dire des véhicules comme ça qui accompagnent un petit peu multifonctions, mais qui font aussi pas mal de transport, des espèces de robots à roues. Et pour faire bonne mesure, il y avait aussi tout plein de drones avec lesquels s'éclater. Alors les drones, c'est un petit peu la grande révélation de la guerre de 2022 en Ukraine. On raffole de ces petits engins qui coûtent rien et qui peuvent faire très mal, puisque un drone à 1000 balles peut faire bien placé. Un drone à 1000 balles, ça fait péter un avion de des millions de dollars, c'est quand même tentant. Et donc il y a des drones, mais il y a aussi de ces petits chiens robots. Enfin, il faut imaginer ces quadrupèdes façon Spot, qui partent en reconnaissance comme ça, qui vérifient que les maisons sont sécurisées. Lui, il n'est pas armé, à la différence de cette espèce de Jeep à 8 roues, sans pilote, qui suit les troupes comme ça, qui sert de transport et qui peut arriver en appui parce qu'il a une belle mitrailleuse sur l'avant. Et il est blindé, c'est tellement StarCraft, putain. Et il t'avance dessus comme ça. Donc quand il t'avance dessus, oui, effectivement, quand tu avances dessus, c'est pas juste un gonze que tu peux éliminer d'une balle, si tu vises à peu près bien. Tu vois, là, c'est quand même plus chaud, le truc qui t'arrive dessus. Bon, ouais. Alors évidemment, tu peux péter la caméra, je pense que c'est sans doute une bonne tactique, mais il faut y arriver. Les officiers ne veulent pas remplacer les soldats, attention, mais qui veulent mettre des robots en plus, mais beaucoup. Dans un rapport de 2 à 3 pour 1. Donc 2 à 3 soldats pour un robot. Donc ça fait quand même pas mal de robots. Ça fait déjà pas mal, surtout que chaque soldat, ou presque, pour avoir aussi un drone de reconnaissance, l'armée veut intégrer des sections robotiques apparemment, des RAS, qui veulent pas dire ce que vous croyez, qui veulent dire Robotic and Autonomous Systems. Et comme j'y connais rien du tout, j'ai demandé à Google ce que c'était qu'une section. Parce que c'est une section robotique, mais c'est quoi une section ? Donc j'ai demandé à Google la structure de l'armée américaine pour cette histoire de section. Alors, une section, ça se dit platoon, platoon comme le film. Okay. Donc une platoon, donc une section, c'est 36 soldats. Et donc c'est une section, c'est 2 à 3 escouades. Et donc une escouade, c'est 4 soldats, quelque chose comme 4 soldats. Et après la section au-dessus de la section, il y a la compagnie, donc c'est 3 ou 4 sections. Après il y a un bataillon, c'est 4 à 6 compagnies, donc c'est 1000 soldats. Puis après, il y a une brigade, c'est 2 ou 3 bataillons. Après, il y a la brigade, c'est 2 ou 3 bataillons.
Je me suis déjà... oui, une brigade, c'est 2 ou 3 Ouais. bataillons. Donc, c'est 5 Ok, 000 ok, soldats. ok. Une division, c'est 3 ou 4 brigades. Donc, c'est 15 000 soldats. Et on fait un corps d'armée, c'est 2 à 5 divisions. Et donc, c'est 45 000 soldats. D'accord. Moi, je connais les décurions, les centurions dans Astérix, tu vois. 10 C'est... légionnaires, 100 légionnaires. C'est plus simple. Ben, ouais, sauf que les décurons, en fait, c'est les officiers. Ah, merde. Mais les centurions, les décurons, c'est les officiers. Mais effectivement, ils gèrent du coup le nombre plus ou moins... Bah, si, effectivement, il Oui. y a une Non, mais hiérarchie t'as pareille. raison. C'est le nom des responsables, Et voilà, effectivement. donc là, c'est... Donc, bon, apparemment... Bon, alors, vous avez remarqué que c'est... À chaque fois, c'est 3 ou 4 machins, donc ça tombe jamais juste, apparemment, c'est le bordel. Ah. Ça, c'est l'armée de terre américaine. Je pense que c'est pareil ici, à peu près. Enfin, voilà, analogue. Et voilà, tout ça pour dire que donc dans un corps d'armée, il y a quand même beaucoup de sections. Genre, tu vois. Ouais, oui. Et genre, il y en a 144 au minimum dans un corps d'armée. Hein, si on prend les nombres minimaux à chaque fois, ça fait quand même 144 sections. Mais bon, peut-être que ça marche pas comme ça, parce que j'y connais que dalle. Et donc, bon, si on considère qu'une section robotique équivaudrait à 20 à 50 soldats, comme le considèrent apparemment les généraux, ça fait quand même un bel appui, on va dire, à un corps d'armée, quoi. Donc il y aurait des mules à 8 roues, hein, comme ça, mais qui peuvent d'ailleurs avoir des mitrailleuses, comme on a dit, mais qui peuvent aussi avoir des lance-missiles, qui peuvent mettre des lance-missiles Javelin dessus. Alors pour le moment, ils sont pilotés à distance. Et d'ailleurs, les Nations Unies veulent absolument qu'un humain reste toujours dans la boucle pour ce genre de truc. Cela dit, les Terminators ne sont pas la préoccupation principale des militaires pour le moment. Ça sera plutôt le piratage. Ils sont très très inquiets de se faire pirater les trucs. Que l'ennemi prenne le contrôle d'un des robots, parce que c'est un petit peu l'emmerde. C'est-à-dire que l'ennemi ne peut pas prendre contrôle d'un de tes soldats, mais il peut prendre contrôle d'une de tes sections robots, tu vois, et qui retourne contre toi. Et ça, c'est l'horreur. Et donc, il y a beaucoup de recherches, beaucoup de trucs en cours comme ça. Il y a beaucoup de projets militaires avec des machines et des robots. Aiguillonnés évidemment par les multiples conflits et conflits potentiels de notre formidable époque. Hein. Et d'ailleurs, l'armée américaine veut, je cite, elle veut pas faire jeu égal avec la Chine ou la Russie. Hein. Elle veut les submerger techniquement. Et en plus des robots, ils vont tester plein d'autres trucs. Ils testent la réalité augmentée. Ils veulent miniaturiser les serveurs de contrôle avec des appareils beaucoup plus modernes, ce qui permettrait de déployer beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement des avant-postes qui seraient beaucoup moins repérables avec moins de soldats, quoi. Et donc tout ça demande pas mal d'apprentissage, et c'est vrai que c'est des apprentissages qui sont en partie d'ailleurs en train d'être faits à la dure par les forces ukrainiennes en ce moment même. Avec des F-16 autonomes, hein, c'est ça? Alors oui, mais avant ça, on va parler de drones en Ukraine, parce que tu le disais tout à l'heure, c'est vrai que la guerre en Ukraine, ça a montré quand même au monde entier l'importance des drones, et c'est une guerre qui est assez particulière d'ailleurs à ce niveau-là. Donc les gros drones, effectivement, les gros drones, voilà, mais aussi les petits, et d'ailleurs surtout les petits peut-être. Les petits drones, les drones peu chers, hein, de petite taille, qui peuvent faire quand même de gros dégâts. Donc à un moment, même en 2014, parce que finalement ça a commencé même en 2014, on a commencé à utiliser des drones dès l'invasion de la Crimée, on utilisait même des drones de loisirs modifiés, genre DJI, quoi, des drones que tu peux acheter en supermarché. Mais bon, c'était trop facile d'en prendre le contrôle, même avec des outils classiques de chez DJI. Et bon, après patch, ils ont patché, ils ont déjà commencé à modifier les fermoirs et tout, ils les ont patchés pour pas que ça soit possible, mais finalement, ça a été abandonné au profit des drones dits FPV. Alors, c'est des drones qui sont faits pour le pilotage en immersion, qui sont très modulaires, qui sont très à câble, et que donc tu pilotes avec un casque de réalité virtuelle, tout simplement, par radio. Donc, c'est un peu cher en plus, sont très flexibles. Et donc, c'est idéal dans une espèce de surenchère constante de hacking contre hacking. Pour les localiser, pour les brouiller, pour les intercepter, pour intercepter leur communication, ou pour faire en sorte que justement, ils arrivent bien à leur objectif et ils pètent bien le temps qu'il faut, quoi. Donc les Ukrainiens ont été les premiers à en tirer profit, mais les Russes se sont adaptés. Et maintenant, il y a des drones et des brouilleurs des deux côtés. Et c'est un duel de hackers pour créer de nouveaux appareils, changer de fréquence, modifier les logiciels, protéger les transmissions. C'est parfois des trucs qui sont en clair de base. Donc ça bidouille les protocoles radio, ils utilisent des protocoles radio en open source, hein. Comme ça, ils peuvent tout changer les fréquences. Évidemment, dès que tu changes un truc, c'est la migraine assurée de l'autre côté parce qu'il faut scanner un spectre beaucoup plus large. Donc il y a vraiment un jeu de tap-top entre drone et brouilleur, sachant qu'un brouillage aussi, ça se détecte, et ça se détecte même de loin. Et donc, détecter les brouillages, c'est hyper important. C'est hyper important de détecter les premiers signes de brouillage. Quand tu vois que ça commence à brouiller, hop, tu dois rebrousser chemin parce que sinon, à quelques secondes près, tu perds le contrôle du drone, quoi. Donc ils ont aussi mis au point des drones relais. Donc c'est des drones qui montent, mais qui font pas en opération, qui restent à mi-chemin, quoi. Et donc ils réamplifient le signal, et donc ça permet d'avoir des drones qui sont jusqu'à 30 km des opérateurs. Ça permet non, je suis pas sûr. En tout cas, ça permet de doubler la portée d'un appareil, de doubler la portée, quoi. La guerre des drones, ça a aussi changé le visage de la guerre, d'ailleurs, pour les soldats, parce que les soldats, ils ont appris à
ben, ils ont appris déjà à craindre les bruits de drones, parce que c'est vachement dangereux, en fait, et c'est des trucs qui peuvent, comme ça, rester quasi, enfin, pas quasi, hein, complètement invisibles pendant un bon moment sur des zones, et il faut se faire le plus discret possible pour pas se faire repérer. Parfois, tu as une zone, un objectif, tu as un paquet de munitions, tu as des trucs qui seraient tentants de venir récupérer, mais parfois, tu peux pas savoir si tu as un drone qui regarde et qui attend que les soldats se pointent pour foncer dessus, quoi. Donc, il y a beaucoup de soldats qui ont maintenant des capteurs simples, voire rudimentaires, hein, qui peuvent alerter sur la présence d'un drone et qui se rapprochent assez vite pour essayer de fuir le plus rapidement possible. Donc les opérateurs de drones, ben, c'est devenu des gens qui sont très précieux, hein, parce que voilà, tu sais piloter un drone, t'es vraiment précieux, et surtout, c'est aussi un gros risque, c'est parce que t'es une cible prioritaire désormais. Et en plus, comme t'as sur toi un émetteur radio puissant, t'es aussi très facile à repérer. Et donc, parce qu'il faut que ça soit clair à des kilomètres, hein, donc voilà, c'est facile à repérer. Donc la guerre en Ukraine, c'est bien une guerre de hackers, finalement, mais c'est pas au sens où on s'y attendait peut-être au début, où on pensait qu'il y aurait des grosses attaques de piratage. Alors il y en a, hein, il y en a aussi, mais il y a beaucoup une forme de hacking comme ça, très proche du matériel, quoi. C'est une guerre où les talents en électronique et en informatique, finalement, sont vitaux, et d'ailleurs ça devient assez rare et précieux. Et ce sont des talents qui vont aussi le rester dans d'autres conflits après celui-ci, puisque voilà, c'est un conflit, mais il y en aura d'autres et les drones resteront, hein. Donc c'est vraiment un nouveau visage de la guerre moderne. Et ce que les drones ont modifié, quoi. Voilà, on est aussi passé, même au niveau des tactiques, ça a changé. On est passé d'attaques d'essaims de drones très ciblées sur des petites zones à des attaques distribuées sur des zones beaucoup plus vastes et sur des temps beaucoup plus longs, avec des essaims qui sont toujours plus nombreux d'ailleurs. Et la profusion de drones, ça permet aussi d'avoir énormément plus de données sur le champ de bataille. Donc des données qu'il faut partager éventuellement, donc les communications sont aussi importantes. Ce qui nous amène à Starlink d'ailleurs, qui est encore dans l'actu russo-ukrainienne avec un rapport du Wall Street Journal qui affirme que les Russes utilisent aussi Starlink, bizarrement, sur le champ de bataille. Alors évidemment, c'est étonnant parce que SpaceX ne vend pas aux Russes, évidemment, il ne peut pas, et ils peuvent aussi faire du geofencing. Donc ils peuvent interdire l'accès à la Russie, tous les signaux qui viennent de Russie, ils peuvent les interdire. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas interdire ceux qui viennent d'Ukraine, parce qu'ils viennent de qui? On ne sait pas. Et le plus souvent, ils viennent des Ukrainiens en plus. Donc tu ne peux pas faire la différence, à mon avis, ça doit être assez chiant. Et bon, pour les sanctions et les interdictions de vente, apparemment, ce ne serait pas très compliqué, hein, les Russes passeraient par des intermédiaires. Des intermédiaires qui achètent au noir, en Asie centrale, à Dubaï ou en Asie du Sud-Est, ou alors même sur eBay des fois, des terminaux qui sont achetés et activés dans d'autres pays où c'est possible, puis ensuite ils se retrouvent sur le front ukrainien, ils sont directement apportés par des volontaires parfois, parce que parfois c'est pas des secrets vraiment bien gardés, parce qu'il y a des gens qui s'en vanteraient sur les réseaux sociaux. Bon, comme exemple d'ailleurs, le journal cite Oleg, un vendeur sur shopose.ru, qui vend des supports pour téléphone mobile, des aspirateurs et des terminaux Starlink. Bon, sur un truc en .ru, c'est bizarre. Et donc voilà, donc la Russie serait pas le seul pays où Starlink d'ailleurs serait utilisé en douce, parce qu'au Soudan aussi, ce serait utilisé. Le Soudan d'ailleurs demande expressément l'aide à SpaceX pour couper l'accès Internet de la RSF, qui est une milice qui attaque les forces du gouvernement en place. Je connais pas bien la situation au Soudan, je vous l'avouerai. Et donc bon, on voit bien qu'effectivement tout est possible, même si c'est interdit. C'est une guerre qui est vraiment différente de ce qu'on a vécu, mais de manière visible, hein. Je pense qu'on pouvait parler de l'évolution de la guerre avec les composantes cyberguerre. On en avait déjà parlé, mais là, effectivement, il y a des aspects très visibles matériellement dans cette guerre. Les guerres, Guillaume, c'est pas que les guerres physiques, justement, c'est aussi, et c'est pas que les guerres, quelque part, d'affrontement des armées, mais c'est aussi des affrontements de politique commerciale, évidemment. En fer de lance à ce sujet-là, il y a les États-Unis et la Chine. Oui, alors les États-Unis, là, en l'occurrence, mais c'est vrai que la Chine est dessus aussi, c'est aussi pour ça. Alors, tous les trucs dont on vient de parler sont guidés à distance, hein, par des opérateurs. Bon, mais les militaires, évidemment, font plein de recherches sur des trucs autonomes, qui sont donc totalement guidés par des IA. Et d'ailleurs, l'Air Force envisage très sérieusement d'automatiser une partie de sa flotte. Et déjà aujourd'hui, un F-16 peut voler seul, combattre seul, hein, et battre des pilotes humains, d'ailleurs, en simulation. C'est même fait, ça a été fait il y a plusieurs années en simulation, c'était une pure simulation, mais très bientôt, il y a un F-16 équipé d'un système analogue, hein, qui va décoller, et à son bord, il y aura Frank Kendall, qui n'est pas pilote du tout, puisqu'il est secrétaire de l'Air Force. Secrétaire d'État lié à l'Air Force. Alors, c'est dans le cadre du projet Venom. Venom, ça veut dire Viper Experimentation and Next Gen Operations Model. Voilà. Okay. Et Viper, c'est quoi? C'est le nom du modèle de F-16. C'est d'un modèle de F-16. Donc, le Viper, c'est une version avec une antenne active et des ordinateurs, des systèmes de cartographie plus avancés. Le F-16, c'est le modèle de base d'avion.
C'est un avion multirôle, donc c'est un avion polyvalent en gros. Mais il a été décliné en des dizaines de variantes au fil du temps et des besoins. Donc voilà, le Viper, c'est une de ces versions. Et donc Venom, c'est le nom du programme qui vise à convertir un F-16 pour le vol autonome. Donc il y aura 3 appareils qui ont été livrés, qui seront modifiés. Donc Kendall va voler dans l'un d'eux pour démontrer la maturité du projet, qu'il a confiance, tout ça. Appuyer aussi la demande de 6 milliards de dollars sur 5 ans pour se doter d'une flotte de drones qui donc utiliserait en gros la même base de code. Alors évidemment, il y aura aussi un vrai pilote dans l'avion, rassurez-vous. Il y a un vrai pilote pour les cas où, pour utiliser un terme d'aviation un petit peu technique, ça part en couille. Donc le but, c'est pas pour l'instant de faire des F-16 autonomes qui vont jouer à Ace Combat en vrai entre eux, c'est de tester et de mettre au point une famille de logiciels qui va servir à des drones pilotés par des IA plus évolués à l'avenir. Pour le moment, on assure qu'il y aura toujours un humain dans la boucle, comme on dit, et que les prochains conflits, il y a l'embarras du choix pour les prochains conflits, ne verront aucun chasseur robot, mais c'est le plan en vrai. Et c'est inévitable. Le but final, c'est d'avoir des avions, des bombardiers qui sont protégés, des bombardiers par exemple, qui sont protégés par des drones sentinelles, qui pourront s'occuper des ennemis s'ils s'en présentent. Et les Chinois ont un programme comme ça. C'est une info de l'an dernier, apparemment du South China Morning Post, où on lit que l'armée souhaite faire accompagner ses avions furtifs J-20 par des drones d'escorte. Donc des drones d'escorte, voire plus, puisque en fait, ils pourraient même être en première ligne. Tu pourrais même les envoyer avant les avions. Enfin, avant les avions avec des pilotes dedans. Donc tu les envoies avant les avions, ils font un petit peu le ménage, et puis après les pilotes arrivent, quoi. Et on aurait des sortes d'ailiers robots, c'est quasiment inévitable, puisque de toute façon personne ne veut être à la traîne. Donc s'ils soupçonnent que les Chinois vont faire un truc comme ça, évidemment, ils ne seront pas à la traîne, ils vont surenchérir systématiquement. Donc voilà, Metal Gear, nous voilà, il n'y a pas de souci. Effectivement, ça y ressemble. On continue avec d'autres guerres, Guillaume, d'autres affrontements. Oui, alors avec la Chine, la guerre est pour l'instant, et on l'espère à jamais, économique et technologique. Donc on avait évoqué il n'y a pas longtemps que la jamais Chine... j'y crois pas, mais en tout cas pour l'instant, bref. Je préfère pas... Non mais écoute, laisse-moi espérer. Non mais non, sinon c'est vraiment l'horreur. Non, c'est l'horreur. Non, tais-toi. Bon, donc, on avait évoqué il n'y a pas longtemps que la Chine avait dressé une liste de processeurs admissibles sur les ordinateurs communistes, donc il n'y avait pas de CPU ni Intel ni AMD, évidemment. Et bon, pour enfoncer le clou, d'après le Wall Street Journal, le gouvernement somme même ses prestataires télécoms de purger leurs équipements de tout matériel Intel et AMD. Donc ça vous rappelle peut-être quelque chose, des petites news de 2019, quand les US ont viré Huawei, et plein d'autres marques de leurs propres infrastructures mobiles. Alors c'est une réponse tardive du berger à la bergère, mais qui ménage ni la chèvre ni le chou, si j'ose prolonger cette métaphore super hasardeuse quand même. Parce que les intéressés, les marques intéressées, je veux dire, ils faisaient quand même pas mal de fric en Chine. Intel faisait un quart de son chiffre d'affaires là-bas en 2023, AMD dans les 15%, c'est donc un gros marché qui va disparaître dans le brouillard de guerre comme ça. Et on sait à quel point Intel a besoin de liquidités en ce moment. Bon, pendant ce temps, la Chine finance à mort, par contre, son secteur électronique, évidemment. Donc elle construit à tour de bras de nouveaux campus, de nouvelles usines. Huawei, c'est devenu presque, on va dire, la boîte nationale du semi-conducteur. Elle n'est pas nationalisée, mais enfin, elle est tellement soutenue par le gouvernement, qui en fait tellement son espèce de cheval de bataille, quoi, de tête de navire amiral, que c'est impressionnant, quoi. Huawei devient tentaculaire. Elle a des antennes de partout, des usines de partout, parfois même sous couverture. L'an dernier, le Semiconductor Industry Association pointait que Huawei avait pris possession d'au moins 2 usines sous des faux noms, via des sociétés écrans. Tout dernièrement, Huawei a construit un énorme centre de recherche et de développement à Shanghai, qui sera bientôt opérationnel. Ce sera 30 000 personnes sur 200 hectares, et on y développera un petit peu tout. Des technologies pour le mobile, jusqu'à des machines de lithographie. D'ailleurs, Nikkei Asia assure qu'ils auraient aussi débauché des ingénieurs d'un petit peu partout, de chez TSMC, Intel, Micron, Applied Materials, Scaela et ASML. Alors, le but n'est pas très difficile à deviner quand tu sais ça. Et puis, de toute façon, c'est pas très difficile à deviner. La Chine n'a plus accès aux machines d'ASML, et ces machines sont la clé pour augmenter la miniaturisation des processeurs. Pour aller au-delà des process de 7 nanomètres, il faut passer aux ultraviolets extrêmes, il faut utiliser une machine ASML, sinon c'est très compliqué. Tout l'Occident passe aux ultraviolets extrêmes petit à petit, via ces machines. Et bien, comme la Chine en est privée, elle compense. Alors, elle compense par des techniques qui sont plus lourdes, plus compliquées, plus chères et probablement avec des rendements moins bons. Il y a peu, Huawei a déposé des brevets pour une technologie relativement low-tech
pour produire des puces avancées quand même, sans machine étrangère, ce qui s'appelle, ils appelaient ça le SAQP, pour Self-Align Quadruple Patterning. Donc c'est du multi-patterning de l'extrême, quoi. Donc voilà, tu utilises des interférences de tous les côtés avec plein de masques, ça a l'air extrêmement compliqué. Mais bon, t'as pas besoin d'ultraviolet extrême. Mais à plus long terme, ça suffira sans doute pas. Et donc ils cherchent à produire leur propre solution, hein, voilà. Donc avec la Chine, il y a toujours forcément des accusations d'espionnage industriel. Et il y a eu une histoire d'un ex-employé d'ASML l'an dernier qui a été accusé de vol, et on a dit plus tard qu'il avait été engagé par Huawei. Vrai, pas vrai, à quel point c'est fréquent, évidemment j'en sais rien. Mais bon, c'est difficile de savoir de toute façon à quel point il est possible de reproduire l'extrême complexité d'une machine d'ASML uniquement avec des bribes d'infos espionnées par-ci par-là, quoi. Bon, je sais pas. En tout cas, Huawei met tout en œuvre pour ne plus dépendre du tout de l'Occident. Et ce qui est fou, c'est que si géostratégiquement, évidemment, c'est très angoissant, parce que on perd la visibilité. Technologiquement, par contre, c'est assez excitant finalement, parce que jusqu'à présent, tout le monde utilisait les mêmes technologies, fournies par les mêmes fournisseurs, tu vois. Je veux dire, voilà, tout le monde va à la même vitesse et fait les mêmes choses, parce que de toute façon, on dépend à chaque fois des mêmes briques, quoi. Mais là, on va avoir un écosystème isolé. Voilà, on va avoir donc un écosystème qui va donc suivre sa propre branche évolutive. Et d'un point de vue de naturaliste tech, ça va être intéressant à suivre les nouvelles espèces qui vont apparaître comme ça, qui vont muter. Et donc, voilà, on pourra avoir peut-être des informations dessus, on espère, et donc, il faut voir un petit peu comment ça évolue. Très bien, on continue avec des histoires d'espionnage, mais peut-être même de surveillance avec le contexte légal qui tendrait à évoluer à ce sujet aux États-Unis, Guillaume. Ou pas, en fait. Parce que finalement, on parle de FISA, et FISA est reparti pour une tour, malgré les controverses. Alors FISA, ça veut dire Foreign Intelligence Surveillance Act, et dans ce texte, il y a la section 702, qui permet aux agences de renseignement américaines d'accéder en masse aux données personnelles des étrangers, et ça sans mandat. Et nous, on est des étrangers, par exemple. Enfin, pour eux. Et eux pour nous, d'ailleurs, je sais. Bon, de toute façon, on est toujours les étrangers de quelqu'un, n'est-ce pas? Parfois même, on est étranger à soi-même. Mais bon, bref. Vous avez 3 heures. La 702 de la FISA devait expirer le 19 avril, donc là, vendredi. Et en fait, c'est pas vrai, elle devait expirer le 31 décembre. Le 31 décembre dernier, et donc il fallait en discuter, mais les politiques se sont mis d'accord pour dire que non, c'était trop saoulant et qu'on n'allait pas en parler, parce qu'à ce moment-là, ça pourrait plus pourrir l'esprit de Noël, donc on a repoussé le truc. Et bon, voilà, comme toutes les corvées que tu reportes, elles finissent par te revenir dans la tronche à un moment qui est pas plus opportun qu'avant, en réalité. Et donc cette loi controversée, donc qui aurait pu disparaître vendredi prochain, finalement ne va pas disparaître, parce qu'elle a été revotée pour une tour par la Chambre des représentants à 273 voix contre 147. Alors les avis, même aux États-Unis, sont très mitigés sur la FISA. Donald Trump, par exemple, et peut-être étonnamment, est férocement contre, parce qu'il estime en être victime de ces écoutes. Il concerne aussi d'ailleurs les Américains. Par ailleurs, elle peut être quand même très utile dans la guerre contre le trafic de drogue, et c'est un argument qui porte chez les deux camps. Et donc cette extension-là n'est que de 2 ans, ce qui veut aussi dire que si Trump passe, elle est quasi condamnée, puisqu'elle sera parce que lui sera en poste au moment de décider de la renouveler une énième fois, et donc ça pèsera probablement sans doute lourd dans la balance. Mais bon. Donc la FISA concerne les Américains aussi, et donc il y a 2 amendements qui ont été passés. Le FBI devra par exemple révéler le nombre d'usages qu'il a fait de la 702, puis un focus qui a été mis sur les narcotrafiquants aussi, bon ça tout le monde est un peu d'accord. Donc voilà, cette loi controversée est repartie pour 2 ans, donc écoute, rendez-vous en 2026. Magnifique. On continue avec Intel. Oui, un tout autre type de guerre pour terminer, la guerre des accélérateurs pour l'intelligence artificielle, une guerre, un secteur ultra concurrentiel. Pas tant que ça finalement, puisque Nvidia bouffe tout. Alors, ça se concentre, ouais. C'est quand même. L'IA générative est au sommet de sa hype et on ne sait pas à quel point les boîtes qui se lancent aujourd'hui à corps perdu dedans seront vraiment rentables. Mais il y a une boîte où on n'a pas de doute, c'est Nvidia. Son PDG, Jensen Huang, ferait passer Crésus pour un crasseux. Bon, Nvidia, il est bien calé dans son fauteuil et tout le monde veut prendre sa place. Alors, on parle ici de plein d'outsiders. AMD, bien sûr, avec ses Radeon Instinct. Et puis, les solutions maison des grands prestataires cloud, qu'on mentionne souvent, les TPU, les Trainium, les Maya, etc. Et puis, Intel. Intel qui tente, mine de rien, de se faire une place sur le calcul de performance et sur le deep learning aussi en particulier. Depuis un petit moment, on pourrait même remonter au Xeon Phi. Je ne sais pas si vous vous souvenez des Xeon Phi. Ah ouais. C'est un truc qui date de 2017. Donc les plus fidèles peut-être. On en a probablement parlé, même si j'ai pas de souvenir de ce que je disais en 2017. Des puces. Ah bon ?
assez étrange. Non, moi j'oublie tout, tu sais, chaque fois je finis un épisode, c'est fini. Ça, Ah, je, bah, je reset. ça se saurait. Non, mais voilà, les Xeonphi, effectivement, c'était des puces assez étranges. C'est pour ça que je m'en souviens. Les moitié CPU, moitié GPU, en fait, un petit peu. En fait, c'était des gros CPU, finalement, avec 64 cœurs. C'était beaucoup pour l'époque. Hein. Du coup, c'était des cœurs tout simples, mais équipés de registres 512 bits, hein, avec 512. Et bon, ça a foiré, voilà, pour pas faire long, hein, les Xeonphi, ça a complètement foiré. D'ailleurs, avec 512 aussi, ça a foiré, globalement. Et puis, les extensions Deep Learning VNNI, qui ont été rajoutées par-dessus aussi, ça a foiré. Ça a jamais transformé la série des Xeon Scalable de la compagnie, hein, en véritable compétiteur quand même pour l'entraînement et l'inférence, parce qu'Intel dit que voilà, non, mais nos Xeon, ils sont super doués, ils ont des extensions matricielles, vous pouvez faire de l'entraînement dessus, vous pouvez faire tout ce que vous voulez dessus. Bon, ça n'a jamais vraiment pris. Et de toute façon, Intel, finalement, a racheté Habana vraiment pour ça. Ils ont été spécialisés dans les accélérateurs, ils les ont rachetés pour pouvoir avoir quelque chose à offrir, quoi. Intel, de toute façon, a le cul un peu entre deux chaises. Parce que d'un côté, il a ses propres GPU polyvalents, les ARC, avec l'architecture XE, hein, qui est dans les cartes graphiques ARC à l'heure actuelle, et qui est aussi dans une gamme de GPU professionnels qu'on retrouvera dans le superordinateur Aurora, par exemple. Et de l'autre côté, il y a la lignée Gaudi. Gaudi comme l'architecte. Hein. Gaudi qui semble paradoxalement à la fois en plein dans l'actu et avoir un avenir très incertain. Alors au niveau performance, Gaudi ça va en fait, hein, ça va. Gaudi 3 il est assez crédible. C'est une puce massive, c'est une double puce même, qui regroupe des masses d'unités de calcul, voilà, bon, ça fait du calcul matriciel en gros, et tout ça en faible précision, FP8 hein, voilà, ou FP16 de deep learning. Alors voilà, on a ligne du 1835 teraflops, FP8, avec 128 gigaoctets de HBM, voilà, c'est pas mal, faut avouer. Et si on regarde vite fait, on pourrait se dire que c'est pas au niveau de H100 qui aligne quand même sur le papier 4000 teraflops en BFP8. Sauf qu'en fait, non, parce que, en tout cas pas tout le temps, puisque Nvidia, c'est le niveau de performance qui les affiche pour les matrices creuses. Les matrices creuses, c'est une matrice où il y a beaucoup de zéros, et donc beaucoup de zéros qu'on peut juste ignorer, quoi. Et donc, du coup, tu as des techniques pour accélérer les calculs, mais sur les matrices dites denses, c'est-à-dire où il n'y a pas particulièrement beaucoup de zéros, donc tu peux rien ignorer, c'est facile c'est facile 2 fois moins, en fait. Et donc, toutes les matrices sont pas creuses. Donc, au total, en FP8, les performances de Gaudi sont au niveau d'une H100, et même au-delà en 16 bits. Et AMD, il est un petit peu entre les deux en 16 bits, il est comme nettement au-dessus en 8 bits d'ailleurs. Mais bon. Après, vous me direz, si j'ai que des matrices creuses, achetez Nvidia et puis c'est tout. Bon. Alors, la mémoire utilisée par Gaudi, c'est une mémoire qui a une génération de retard par rapport à la concurrence, mais ça n'empêche pas d'avoir une bande passante très honorable, parce que il y a plus de liens, quoi, entre celle, par rapport à celle de H100, c'est un petit peu au-dessus, donc c'est entre le H100 et le H200. Et quant aux interconnexions entre puces, c'est tout à fait au niveau. Et ça utilise un protocole très classique puisque ça utilise Ethernet. Mais bon, c'est Ethernet à 21 fois 200 gigabits par seconde. Bon, voilà, allez-y, réanimez votre routeur qui aura certainement pas tenu le choc en entendant ça. Les interconnexions, c'est le cœur du problème avec ces machines, hein, parce que c'est des puces qui sont toujours utilisées en cluster. C'est vraiment pour les pros, pour les clouds, quoi. Hein, c'est jamais ou presque des trucs que tu mets dans une station de travail en PCI Express peinard. Hein. C'est des gros machins qui consomment 900 watts chaque, et on en fiche 4 dans des grosses lames qui travaillent par dizaines sur des modèles qui font des centaines de gigaoctets. Et d'ailleurs, entraîner des modèles de centaines de gigaoctets, ça nécessite encore 4 fois plus de place que ça. Donc pour être entraîné, c'est monstrueux. Donc en résumé, Intel affirme que Gaudi 3 c'est un concurrent au H100, et qu'il est même en pratique plus rapide, hein, 1,7 fois en entraînement et 1,3 fois en inférence. Faudra voir sur pièce, même si c'est, on verra bien si c'est pas trop cher, ça pourrait, si c'est pas trop cher et que c'est très disponible, hein, ça pourrait effectivement faire une petite part de marché. Avant que Blackwell arrive, évidemment, hein, il va se pointer l'année prochaine. Bon, c'est quand même dur de prendre des parts de marché à Nvidia, AMD on sait quelque chose. Ouais. Alors pourquoi j'ai parlé d'avenir incertain ? Parce que Gaudi, c'est le travail donc de l'équipe de Habana, hein, la boîte qu'Intel a rachetée en 2019. Et alors il y a une consolidation, je sais pas, Habana va fusionner avec Falcon Shore. Et Falcon Shore, c'est essentiellement la prochaine architecture de GPU professionnelle d'Intel. Et donc, ces GPU, donc ils utilisent actuellement XE, comme dans les GPU ARC, hein, comme on a dit, alors que, du coup, qu'est-ce que ça va devenir ? Que va devenir Habana, tu vois ? Donc il n'y aura vraisemblablement pas de Gaudi 4, mais probablement un GPU unique qui va utiliser un petit peu de tout, c'est-à-dire le successeur de ce qu'il y a dans Aurora, quoi. Donc il y aura des morceaux de Habana dedans, sans doute, mais c'est pas clair du tout pour le moment, et ça sera sans aucun doute une sorte de X2, quoi.
Quoi qu'il en soit, ceux qui travaillent avec un framework de haut niveau comme PyTorch ne verront rien passer, hein. Même s'ils changent de matériel à l'avenir, ils ne verront rien passer. Après, si tu fais des développements de plus bas niveau, faudra voir, parce que probablement, ça sera un truc un peu différent. Ok, merci Guillaume. Effectivement, c'est difficile hein, d'affronter Nvidia et tu l'as dit, la clé c'est probablement la disponibilité. À suivre, on continue et on termine avec une dernière rubrique. Tu as encore passé tout ton week-end, Guillaume, peut-être même toute ta semaine sur les news de GameFace avec le RAW de Microsoft. Bah, ils sont même plus polis alors, ils mangent et ils rotent. Bon, c'est pas très poli tout ça, hein. Bravo. C'est pas très poli, effectivement. Écoute, on commence une section entière de bonnes nouvelles avec Ah, bah voilà, mais c'est oui, ce qu'il des nous bonnes fallait en nouvelles. cette période. Et oui, Bah si. Et on commence avec Microsoft qui fait son RAW, hein, donc un RAW Toto qu'il a fait en collaboration avec des chercheurs chinois et qui montre qu'on peut encore largement améliorer la qualité des données et créer des modèles de langage aussi bons avec beaucoup moins de texte. Et alors, on avait déjà un petit peu commencé dans l'hebdo avec ça, avec les diverses tentatives de nouvelles architectures de réseaux de neurones qui permettaient de faire des IA qui apprennent un petit peu plus vite. Et RAW1, pour le coup, c'est un modèle qui est tout à fait standard, donc il n'utilise pas du tout ça. Donc c'est cool, parce que ça veut dire que c'est une autre méthode qu'on peut combiner avec les autres, et ça c'est pas mal. Donc un modèle de langage qui est donc tout à fait normal, qui apprend pareil que Llama, GPT, ce que tu veux, sauf que c'est un fin gourmet, c'est-à-dire qu'il mange pas n'importe quoi. Lui, il mange que les trucs qu'un collègue a sélectionnés pour lui, parce que c'est du bon, c'est du bon mot, c'est du bon token. L'idée derrière RAW1, c'est que pour pouvoir utiliser moins de données dans l'apprentissage, on peut soit se casser à donc changer l'architecture du réseau, comme on a dit, soit on peut aussi montrer moins de conneries au réseau, et du coup apprendre mieux. Alors l'idée de base, c'est que parmi les milliers de milliards de mots qui sont lus par le modèle lors de son éducation, tous ne se valent pas. Alors c'est vrai, hein, intuitivement on se dit effectivement qu'une discussion entre deux illettrés sur 4chan et un cours sur la chromodynamique quantique, bah ouais c'est sûr que ça se vaut pas. Mais c'est pas vraiment ça l'idée, c'est même pas vraiment ça l'idée. En fait, les données qu'on utilise sont tellement massives qu'il n'est pas possible de tout reformater super bien, d'avoir des trucs bien comme il faut, bien écrits et dans des ensembles cohérents. Du coup, le dataset, il est bruité. Il y a toujours du bruit, il y a des choses qui ne devraient pas se trouver là, des marqueurs, des hashtags, des dates, des réponses, des métadonnées, des numéros de page, des trucs qui n'ont rien à voir avec la sauce en fait, qui n'ont rien à voir avec le contenu et qui sont des bruits, qui sont des trucs qui perturbent un peu le réseau et qui ralentissent son apprentissage. Et donc du coup, c'est contre-productif de vous montrer ces mots-là. Donc en fait, moins de mots, ce serait mieux. Donc comment tu fais parce que du coup, on a dit qu'à la main, c'était pas gérable de tout trier. Ben, on va commencer par détecter les tokens qui nuisent à l'apprentissage. C'est qui? Donc pour ça, on va analyser l'erreur qu'ils provoquent au fil de l'entraînement. Au début, tu sais qu'au début de l'entraînement, tous les mots vont provoquer des erreurs de prédiction. Donc le modèle est un prédicteur, son boulot c'est de prédire le mot qui vient, bon ok. Au début, il sait rien faire. Avant d'être entraîné, avant qu'il apprenne à le faire, ben, il sait rien faire. Donc les erreurs de prédiction sont très très hautes, hein, sont très fréquentes, et puis au fur et à mesure, elles descendent, au fur et à mesure qu'il apprend des trucs. Et puis, donc normalement, les mots provoquent des erreurs de prédiction de plus en plus faibles, en théorie. Et puis en théorie, ça dépend pas du mot, finalement. Sauf qu'en pratique, la courbe de descente de l'erreur, elle n'est pas la même pour tous les mots. Quand on regarde l'erreur que les mots provoquent au fur et à mesure de l'entraînement, à partir d'un moment, on peut diviser ça, les mots en 4 catégories. On a ceux qui se comportent bien, où l'erreur se comporte de manière normale, c'est-à-dire qu'en fait, elle part de haut, puis elle baisse au fur et à mesure que tu apprends des trucs. Ça veut dire que les mots, finalement, ce sont des mots qu'on ne savait pas gérer au début, puis qu'on apprend à gérer. Si l'erreur, après l'erreur elle est faible et elle reste faible, ça veut dire que c'est bon, le savoir est acquis. En fait, on remarque que 77% des mots finissent par provoquer des erreurs de prédiction faibles, donc se comportent correctement, et donc ça veut dire qu'il y a 23% de mots qui persistent à être gonflants. Parce que on ne sait pas quoi en foutre en fait de ces trucs. Donc, soit ces mots sont particulièrement super durs à comprendre, qu'est-ce qu'on peut en faire. En fait, finalement, c'est peu probable, hein, qu'est-ce qu'ils auraient de spécial, ces mots. Soit en fait, ils correspondent à rien de régulier. C'est-à-dire qu'ils apparaissent de manière chaotique. Et en fait, ils veulent rien dire par rapport au contenu dans lequel ils sont immergés. Et donc, il est contre-productif de les prendre en compte. Donc, les chercheurs ont entraîné un autre modèle de langage, du coup, qui n'est pas trop gros, et qui va apprendre à reconnaître ces mots contre-productifs, dans le corpus d'entraînement. Et grâce à lui, on peut les dégager et donc entraîner un autre modèle. Et c'est là qu'intervient RAW1, parce que RAW1, en fait, c'est lui qui a été entraîné sur un dataset qui a été filtré en amont. Donc RAW1, en fait, c'est un ensemble de 2 modèles. Il y en a 2 finalement. C'est 2 fine-tune. C'est un fine-tune de TinyLama et un fine-tune de Mistral. Donc c'est des modèles qui sont à 1 et 7 milliards de paramètres. Hein. Pour des questions de budget, ça reste des modèles petits. D'ailleurs, ça reste aussi des datasets relativement petits, puisque c'est 100 milliards de mots. Une bricole. En relatif. Hein. Et donc le gros RAW,
celui de Quelle 7 milliards élégance. de paramètres. Et il est donc, alors, on les entraîne sur des datasets de mathématiques. En fait, on veut essayer de prendre Mistral et de le rendre meilleur en mathématiques. Et pour ça, on regarde de combien d'exemples, de combien de combien de matériel d'apprentissage il a besoin. Et on remarque que donc ce gros ro, il devient aussi bon que DeepSeek Math, Toi, et tu donc t'amusais. un autre modèle. Oui, ça m'amuse beaucoup de le dire. Il devient aussi bon qu'un autre modèle spécialisé en mathématiques, il s'appelle donc DeepSeek, qui a fait la même taille, mais il devient aussi bon que lui en étant entraîné sur 30 fois moins de données. Et donc, en général, on arrive à avoir des modèles compétitifs, donc des fine-tune compétitifs avec d'autres modèles spécialisés, qui sont même parfois meilleurs que des modèles plus gros, mais avec beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'exemples. Et donc, on arrive à avoir des datasets beaucoup plus propres, beaucoup plus réguliers, et sur lesquels les modèles peuvent apprendre plus vite. Et donc, ça, c'est une excellente nouvelle, évidemment. Merci, j'étais sûr que j'arrive à me demander si t'as pas trouvé l'opportunité de faire la news rien que pour le jeu de mots, mais je t'en laisse le bénéfice du doute, Guillaume, c'est très bien. Tu nous parles batterie aussi. Oui, on connaît trop bien. Autre bonne... Non, mais c'était opportun, c'est une opportunité. Il faut saisir les opportunités. Et tu as raison, tu as raison. Donc, autre bonne nouvelle, il se pourrait que dans un futur proche, nos batteries vivent 2 fois plus longtemps, et ça gratos, sans rien changer à leur fabrication. Ça va plaire à beaucoup de monde. Ça. Ah ben, ça va plaire, j'espère, à tout le monde, parce que c'est aussi un enjeu, d'ailleurs, c'est un enjeu clairement de développement durable. Hein. Et donc, c'est une étude allemande et danoise, approfondie, qui montre que si on charge avec du courant pulsé, la batterie se dégrade moins vite. Alors, ils ont fait plein de tests, avec une charge continue, puis avec d'autres, avec diverses formes de courant, de fréquences, tout ça. Puis ensuite, ils ont disséqué les pauvres batteries qui avaient rien demandé, qui n'avaient rien fait pour mériter ça, et bon, ben, l'examen des cadavres est formel. La limite de 80% de capacité dure 2 fois plus longtemps si on recharge avec un courant alternatif qui a une fréquence de 2000 Hz. Et apparemment, c'est aussi important que la forme d'onde soit carrée. Donc, c'est une onde carrée à 2000 Hz. Tu charges avec ça, ben, ta batterie, elle dure 2 fois plus longtemps. Enfin, au-dessus du seuil des 80% de capacité, quoi. Donc, ça concerne les batteries lithium-graphite commerciales, donc des trucs normales, quoi. Et bon, vu la pénurie de graphite qui s'annonce, justement à cause des batteries, eh ben, c'est une excellente nouvelle qu'elle puisse durer plus longtemps. Et donc, c'est clair que je pense que ça vaut le coup de mettre les chargeurs à jour, parce que je pense pas que générer un courant alternatif à 2 kHz pose de soucis aujourd'hui. Donc, il y a quand même des chances que les batteries vivent bientôt plus longtemps, comme ça, presque magique. Oh là là, c'est merveilleux, c'est une terriblement belle mise à jour. Excellent. On aime quand on a la batterie pleine ou qui ne se décharge pas vite, hein, Guillaume. La régulation semblerait porter ses fruits. Il n'y a qu'à voir comment se portent les navigateurs, Guillaume, sur en particulier iOS en Europe. D'après Reuters, le DMA fonctionne. Alors je sais, c'est Reuters, ils mentent tout le temps, enfin d'après Elon Musk. Mais bon, d'après les données qu'ils ont glanées, les petits navigateurs, les outsiders, voient leurs statistiques d'utilisation augmenter, alors parfois beaucoup, comme Aloha Browser, donc qui est un chypriote apparemment, qui voit son score boosté de 250%, alors ils partent de pas très haut, mais enfin ils auraient quand même 10 millions d'utilisateurs. Donc c'est un truc que je connais, ça va pour le coup. Ce serait aussi la même chose pour Vivaldi, Ecosia et Brave, qui ont aussi vu une hausse de leur usage après l'entrée en vigueur du DMA. Et c'est même vrai pour DuckDuckGo et Opera. Alors, c'est d'ailleurs, si tu demandes à Jan Stendal, qui est donc vice-président d'Opera, donc Opera qui aurait 324 millions d'utilisateurs dans le monde quand même, il dit nous enregistrons actuellement un nombre record d'utilisation dans l'Union européenne. Donc il y a un nouvel écran de choix, chez Apple et Google, donc voilà, qui doivent montrer sur leur mobile. Et ça semble porter ses fruits, même si certains disent quand même que la mise en pratique pourrait être plus fluide. Il se murmure qu'Apple fait en sorte que Safari soit quand même le choix le plus facile à faire. Bon, je vais pas en dire plus, après on va me dire que gna gna gna, mais bon, de toute façon, c'est pareil pour Google. En réalité, ils font un petit peu la même chose. Donc il y a des progrès à faire, de toute façon, des deux côtés, pour que ce soit vraiment le plus équitable possible. Mais en tout cas, on tient quand même une bonne nouvelle, puisque apparemment, la libre concurrence en Europe va un tout petit peu mieux, et le DMA semble un minimum, en tout cas, déjà porter ses fruits, c'est déjà ça. Eh ben, excellent. Merci, Guillaume, c'est très enthousiasmant aussi. Et puis, on a alors d'autres news, vraiment, décidément, quel festival de news positives, ça fait plaisir, sur l'énergie renouvelable en Californie. Et oui, pendant 30 jours consécutifs, la Californie a satisfait 100% de ses besoins d'électricité avec des énergies renouvelables, donc solaire et éolien. C'est Mark Jacobson, un prof à Harvard, qui traque les chiffres, qui le relaie sur X. L'offre est même supérieure à la demande, entre 15 minutes et 6 heures par jour. C'est génial. Mais pas toute la journée. Vous y avez cru, vous y avez cru. Moi aussi, j'y ai cru au début. Bah oui, surtout en plus, c'est dans la rubrique bonne nouvelle. On aurait pu se contenter de ça, enfin. C'est quand même une bonne nouvelle. Mais bon, le graphique montre qu'on couvre bien 100% de la demande
à partir du début de l'après-midi. Donc on a une partie de la journée, effectivement, où la Californie tout entière tourne au vent et au soleil, et doit même stocker un petit excédent. Et donc oui, la Californie, c'est aussi un énorme réseau de batteries, qui stocke le surplus et qui vont valisser un petit peu tout ça, hein. Donc c'est même le plus gros réseau de batteries du monde, a priori, donc il est en ligne depuis janvier. Et donc la nuit, c'est des centrales au gaz, qui régalent encore, hein. Mais bon, il y a quand même une partie de l'énergie qui est stockée dans les batteries, qui vient donc en appui de ces centrales au gaz, qui sont un petit peu moins utilisées. Donc c'est quand même une bonne nouvelle. C'est un peu moins sensationnel que ce que vous en aurez pu croire au début, malheureusement, mais c'est quand même une étape vachement importante et c'est quand même très positif. Il faudra forcément que ça passe par ce genre d'étape, c'est sûr. Les cartes SD, Guillaume, on n'a jamais assez de place. Après, déjà, on n'a Bien jamais sûr. assez de batterie, mais tu nous as rassurés. Mais on n'a jamais assez de place sur nos cartes SD. Encore une bonne nouvelle? Ben oui, alors c'est une mini news et une bonne nouvelle, je suppose, voilà, pour les cartes SD qui vont atteindre 4 Teraoctets l'an prochain. Donc elles seront en UHS 1, donc Ultra High Speed 1, donc elles donneront un maximum de 104 mégaoctets par seconde de transfert. Les débits réels seront comme toujours très variables, hein, avec des minima de 10 mégasecondes en écriture et 30 mégas en lecture. Bon, en théorie, les cartes SD, ça monte à 128 Teraoctets, hein, donc ça n'a pas l'air d'une super nouvelle incroyable. Mais bon, des cartes vraiment très grosses, c'est quand même très rare. Moi, j'ai appris qu'il existait une carte micro SD de 2 Teraoctets qui coûte $230. Mais moi, j'ai jamais vu au-dessus de 512, je crois. Bon, j'ai pas trop regardé, faut dire, mais c'est vrai que j'ai jamais vu. Alors là, on parle de vraies cartes commercialisées, hein, qui seront commercialisées à 4 Teraoctets l'an prochain. Bon, à 10 mégaoctets seconde, il vous faudra 111 heures pour la remplir. Donc voilà, ça donne une idée du truc. Mais sans rire, c'est quand même une bonne nouvelle, je suppose, pour... Alors, j'ai l'impression qu'effectivement, que l'usage des cartes SD devient de plus en plus limité. Il y a plein de téléphones qui ont plus de slots, etc. Mais bon, sur une caméra 4K, je suppose que ce sera utile d'avoir 4 Teraoctets, ce sera quand même bien pratique, hein. Si le débit est pas trop long, je pense que ça peut être cool. Ouais, on prend. Genshin a un gros impact sur MioYo, Guillaume. Oui, un petit peu de jeux vidéo pour finir avec, bon, déjà une bonne nouvelle pour MiHoYo. Donc c'est le créateur de Genshin Impact et Honkai Star Rail qui se voit évalué à 23 milliards de dollars. C'est quand même Eh ben, énorme, hein. c'est Ça, beaucoup. ça montre le succès colossal de leur jeu et de Genshin Impact en particulier, hein. Bon, on sait, on voit, hein, je vois bien sûr le succès de Genshin Impact, mais de là à penser que leur créateur pèse 23 milliards de dollars, c'est assez incroyable. Bon, faudra que je m'y mette, hein. À Genshin, j'ai jamais vraiment joué, c'est quand même un phénomène de société, hein. Je compte plus le nombre de figurines qui sont complètement inconnues pour moi, qui colonisent comme ça les étals un petit peu Ah partout. ouais. C'est cool pour MiHoYo, qui est une boîte privée, hein, et donc voilà, alors je sais pas, donc c'est des plus riches, c'est une des plus riches même du secteur du jeu vidéo, je pense, une des boîtes privées en tout cas qui reste encore privée, Eh ben, des plus riches. Alors ils font des jeux multiplateformes, mais clairement c'est un succès qui vient du mobile, quoi, hein. C'est vraiment un succès mobile. Et du coup, ça montre aussi indirectement la puissance incroyable du jeu mobile aujourd'hui. Et du coup, c'est une bonne nouvelle en demi-teinte, du coup, parce que finalement, c'est quand même un succès colossal qui est fait grâce à un jeu gacha. Parce que c'est un jeu gacha de qualité, mais enfin, ça reste un jeu gacha quand même. bon, magnifique, je me réjouis pour eux. C'est bien d'avoir une telle santé financière. Est-ce que c'est aussi des bonnes nouvelles concernant Blizzard que tu nous prépares? Et oui, authentique bonne nouvelle sans doute, hein, pour les joueurs chinois de Blizzard, enfin de jeux Blizzard, puisque l'éditeur poussé au cul par Microsoft, peut-être, je sais pas, vient de retrouver un accord avec NetEase, et donc NetEase va redistribuer à nouveau les jeux en Chine. Donc ça va être le retour là-bas de World of Warcraft, Overwatch et compagnie. Alors c'était bien la peine de faire tout ce bordel début 2023, où on était tous en larmes, tu vois, où les joueurs ont fait le deuil de leur MMO favoris, ont organisé l'enterrement de leur perso, tout ça, alors qu'un an plus tard, ils vont reprendre exactement là où ils se sont arrêtés. Apparemment, les données n'ont pas été effacées, hein, c'est cool, il y a un gars qui a eu la présence d'esprit de tout foutre sur une clé USB avant de prendre l'avion, donc c'est que bravo les gars. Et bon, puisqu'on est sur World of Warcraft, autant finir avec quoi? Avec une belle histoire. Celle de Kritzler24, qui est un joueur altruiste, un vrai, voilà. Un joueur qui aide les autres joueurs, un joueur de haut niveau, qui aide les autres joueurs, qui combat avec eux, qui permet sans doute de leveler, qui leur donne des conseils, des items, qui planifie des raids avec eux. Et quand tu vois un joueur qui fait ça pour rien, vraiment, qui te donne de son temps pour aider son prochain, tu fais quoi? Tu le signales, bien sûr, pour qu'il soit banni. Parce que je veux dire, c'est louche, ça doit cacher quelque chose. Et puis en plus, Oui. il casse le marché. Il casse le marché, l'autre. Il y a des gens qui gagnent leur vie en faisant exactement ce qu'il fait, mais en se faisant payer 100 000 pièces d'or. Et alors bon, voilà, eux, ils se font moins payer comme de bons citoyens qui font marcher une économie saine et une libre concurrence non faussée. Non mais... Et oui, donc l'altruisme existe encore, tu vois, mais bon, t'inquiète pas, on va régler le problème, hein, ne t'inquiète pas.
Eh ben, je suis rassuré, Guillaume. Merci beaucoup. Je me réjouis de voir ce saupoudrage de bonnes nouvelles qui permettent de conclure à la fois cet épisode, mais aussi cette semaine d'épisodes de Tech Café. Merci beaucoup à vous qui nous écoutez semaine après semaine et qui suivez ces infos au jour le jour et qui nous accompagnez dans cette aventure de podcast. Si jamais vous appréciez Tech Café, évidemment, laissez un avis sur Apple Podcast, Podcast Addict ou des étoiles sur Spotify. Vous pouvez également nous soutenir sur patreon.com/techcafé. Bien entendu, vous le connaissez maintenant, c'est à chaque fois différent, mais cette fois-ci, je pense que ce sera la vérité. On saura enfin où on va pouvoir te retrouver, Guillaume. Écoute, moi, je pense que je vais le faire. Je vais essayer de détendre mes souvenirs d'enfance. Je vais prendre une photo comme ça, je vais faire de l'outpainting avec Stable Diffusion. Il faut faire gaffe avec Stable Diffusion parce que ça dépend aussi pas mal du modèle que tu choisis. Donc, je pense que je vais étendre comme ça mes photos d'enfance et me rendre compte qu'en fait, à mes côtés, comme ça, je les voyais pas, mais il y avait des blondes à gros seins de partout. Ah, autour bah de oui, moi, ah tout bah le temps. voilà. Eh ben voilà, mais Incroyable. ça expliquerait peut-être beaucoup de choses pour beaucoup de monde, tu sais. Écoute, c'est peut-être comme ça qu'on va trouver des solutions. Merci beaucoup, Guillaume. Je suis Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur les réseaux sociaux et également guillaumevendée.fr, mais aussi et surtout dans un prochain épisode de podcast dès la semaine prochaine. Pas du tout dès la semaine Justement prochaine pas. d'ailleurs, puisque je serai absent la semaine prochaine et vous aurez la joie de retrouver Guillaume Poggiaspala qui va assurer les épisodes avec une voix que vous n'avez peut-être pas entendue depuis quelques temps, mais je suis sûr que ça vous fera plaisir de l'entendre. Rendez-vous dans quelques jours dans un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.